Bonjour à tous, on va donc passer à la correction des exercices que vous aviez à faire. Donc vous aviez à faire le 3, page 62, 19, page 68, 27, page 69 et 33, page 69. On aurait dû les corriger en cours, mais on n'a pas eu le temps, donc c'est pas grave, je vous donne la vidéo, je vous enverrai le lien via mon bureau numérique. Alors, on va commencer par l'activité 3, on va faire ça assez rapidement. Donc la petite vidéo à regarder, elle était la suivante. Donc on voit quelqu'un jouer avec un ballon qui est en fait un atome. Donc si vous voulez la regarder, le lien il est dans l'activité, d'accord. Bon, on va pas tout regarder, ça dure une minute. Et donc, on va répondre aux questions. Donc, observer de près le ballon, indiquer combien de molécules ou d'atomes il constitue le ballon pour le représenter. On voit qu'il y a un seul atome. Estimer l'ordre de grandeur d'une molécule de monoxyde de carbone de deux manières différentes. Alors, les deux manières différentes, la première, on peut dire monoxyde de carbone, c'est deux atomes accrochés. On va pas faire comme ça, on va faire comme ça. Un atome de carbone et un atome d'oxygène. Donc, sachant qu'un atome fait à peu près 10 puissance moins 10, on peut supposer qu'il y en a le 2, donc 2 fois 10 puissance moins 10, ça c'est la première méthode. Une autre méthode, ce serait par exemple de prendre la molécule d'eau. Vous savez que la molécule d'eau est constituée de 3 atomes et qu'elle mesure 3 10 moins 10. Et du coup, on peut supposer que le monoxyde de carbone, il y a un atome de moins, donc en fait on prend 2 tiers de ça, ça fait donc du 2 10 moins 10. Donc c'est une supposition, une estimation. Question 4, comparer la taille d'un atome avec celle de son noyau en effectuant le quotient de leur valeur. Donc on va prendre la taille d'un noyau et celle de l'atome. Donc on va prendre le noyau. Le noyau ici, à sa taille, elle fait 1 femtomètre, c'est-à-dire 1 10 moins 15 mètres. Et on divise par 1 10 moins 10 mètres. Et ça fait un rapport de 1 10 moins 5. Une autre façon de faire, c'est de dire, on fait l'inverse, on fait la taille de l'atome sur la taille du noyau. C'est plus visuel. On va trouver 100 000. C'est-à-dire que l'atome est 100 000 fois plus grand que le noyau. Alors, calculer la masse d'un atome d'oxygène et celle de son noyau, comparer ces deux valeurs en calculant leur quotient. Donc, si on le fait proprement, il va falloir se servir des données là. Donc, l'oxygène, c'est 8, 16. Alors, pour savoir sa masse, il suffit de faire 8 fois la masse du proton plus 8 fois la masse du neutron. Pour rappel, le 16 ici, c'est 8 protons plus 8 neutrons, sachant que ça, c'est effectivement les protons. Auquel cas, il ne faut pas oublier les électrons. Alors, si on fait le calcul, on va trouver, en fait, on va se rendre compte que la masse des électrons ici, elle est microscopique parce qu'elle est en 10 puissance moins 31. Donc, c'est à peu près égal à la masse du proton plus la masse des neutrons. Donc finalement, je vous laisserai faire le calcul, vous l'avez déjà fait normalement en valeur numérique, on ne va pas perdre de temps avec ça. Mais globalement, on l'avait déjà dit en cours, la masse des électrons, vu qu'elle est beaucoup plus faible que la masse des neutrons, même sans électrons, ce serait même pas suffisant pour équilibrer un neutron. Donc 8, ça sert à rien. D'accord? Je vous ai déjà expliqué l'exemple, c'est comme si vous preniez, je sais pas moi, une voiture ou un bus, et que vous pesiez le bus avec et sans la petite couche de poussière qui est dessus. C'est pas ça qui va changer grand chose. Et donc, on retourne sur notre truc. On vous disait donc rapidement, critiquer les affirmations suivantes. La masse d'un atome est concentrée dans son noyau. Bah oui, effectivement. Tout le noyau, en fait, c'est ça qui fait la majorité de la masse de l'atome, et du coup, toute la masse se trouve dans le noyau. La matière est essentiellement constituée de vide. Bon, on vient de voir que le noyau, qui est le truc le plus lourd, il est au centre de l'atome et il fait 1/100 millième de l'atome. Donc il est beaucoup plus petit que l'atome. Ensuite, on passe à l'exercice suivant. Je retrouve, tac, le 19, page 68. Alors, 68, le 19, page 68. Et je vous le mets ici. Alors, on va le faire rapidement. Donc, une molécule, c'est deux atomes liés normalement par une liaison covalente. On viendra un peu plus tard sur ce que c'est une liaison covalente.
Donc les molécules, c'est SO2. L'anion, c'est un ion négatif, c'est donc SO4-. Le cation, c'est un ion positif, donc c'est Zn2+. L'atome, c'est Zn, puisque c'est neutre. Le composé ionique, alors je ne sais pas si je peux dessiner dessus, je vais pouvoir y aller. On va le faire comme ça. Donc la molécule, pardon, on va annuler, pardon. C'est, que je me fais lui. On va essayer de tricher. SO2. L'anion, oh, ça va être chiant. On va le faire autrement. C'est nul. Tac, on va faire une capture et puis on va vous le mettre directement sur. On va le faire ensemble rapidement. Voilà. Oula. Non. Il est petit comme ça, lui. Bon, moi je sais pas pourquoi il veut pas. Moi je vais tout copier là. Copier. Ah, ça y est. Alors, les entités chimiques, du coup, on y va. Donc la molécule, c'est donc SO2. L'anion, c'est un ion négatif, c'est donc SO4-. Le cation, c'est un ion positif, c'est un Zn2+. L'atome, il est neutre, c'est donc Zn. Et le composé ionique, c'est un assemblage de deux ions, c'est donc ZnSO4. C'est un terme adapté pour qualifier chacune des entités dont la formule est donnée ci-dessous. CO3-, c'est un anion. C9H8N2O4, c'est une molécule. Ca2+, c'est un cation. Ag, c'est un atome. Et CaCO3, c'est un composé ionique. On continue. Le 27, page 69, puis le 33. Le 27, page 69. 27, page 69. Il est où déjà? Le voilà. Alors, donc pour tester la présence d'eau dans un échantillon de matière, on utilise le sulfate de cuivranite. Ce composé ionique blanc réagit avec l'eau pour former du sulfate de cuivre pentahydraté de couleur bleue. Penta signifie 5 en grec. Nom et formule des ions cuivre Cu2+, sulfate SO4-. Montrer que la formule possible est ça. Alors déjà, Cu2+, et des ions SO4-. Si on regarde, si on les combine ensemble, il n'y a pas de souci, 2+, c'est neutre. Donc ça fait bien un composé ionique, CuSO4. Le truc, c'est que lorsqu'on lui met de l'eau, les molécules d'eau vont venir encadrer ce composé ionique. Et on peut mettre 5 molécules d'eau autour d'une composé, parce que c'est pentahydraté. Donc en fait, c'est bien 5H2O. 5H2O, c'est pour le pentahydraté, 5 molécules d'eau. Et là, on a bien du sulfate de cuivre. Le 33. Alors, on y va. Donc, le tableau regroupe la composition en atomes de 3 noyaux, établir les critères conventionnels de chacun des noyaux. Donc, le bord, c'est B. Ensuite, nombre de protons, 5. Nombre de nucléons, 11. Donc là, il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est simple. Le potassium, c'est K. 19, 39. Donc ça, c'est écrit dans votre tableau périodique, le K. Le radium, 88, 226, Ra. Pour le radium. Alors là, il faut réfléchir un petit peu dans le B, parce qu'en fait, on ne vous donne pas le nombre là, on vous donne le nombre de neutrons. Donc pour arriver à trouver ce nombre ici, en haut à gauche, on appelle le nombre de masse, il va falloir faire la somme des deux. Donc on y va. Le lithium, c'est donc 3 pour le nombre de protons, et le nombre de nucléons, c'est la somme des deux, donc 7. Pour le germanium, c'est 32, auquel cas il faut ajouter 42, 74. Et le dernier, le francium, 87, donc ça fait 3, j'en suis où là, tac, 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 223. Donc pour le francium. Et donc il nous restait le 51, page 72. 51, page 72. C'était celui-là. Alors,
Donc on trouve une tête d'Égyptien en verre bleu attribuée aux artisans égyptiens du XVIe siècle avant Jésus-Christ. 80 ans plus tard, les experts soupçonnent que cette sculpture est un faux et doivent étudier au sein du Centre de recherche et de restauration du Musée de France. Une analyse révèle qu'il contient de l'arséniate de plomb. Mais d'autres objets de la même époque certifiés n'en contiennent pas. Les analyses ont donc permis aux scientifiques de conclure qu'il s'agit d'un faux. Préciser, c'est l'expression arséniate de plomb fait référence à une espèce chimique ou à une entité chimique. Donc c'est donc une espèce chimique et en l'occurrence c'est un composé ionique. On voit que c'est en deux parties. Truc 2. L'arsénate de plomb est composé d'un composé ionique de formule PbXAsO4 deux fois qui contient des ions Pb2+, et des ions arséniate AS. Donc on a Pb2+, et des AsO4 3-. Donc il faut qu'on arrive à trouver une molécule qui fasse que les trucs là se compensent. C'est-à-dire qu'il y a autant de plus que de moins. Donc on n'a pas 30 000 possibilités, on est obligé de prendre celle-ci 3 fois et celle-ci 2 fois. Ce qui fait qu'on va avoir du Pb3 AsO4 2 fois. Comme ça, on aura bien 2 fois 3, 6 moins, et 3 fois 2, 6 plus. Donc on aura bien quelque chose de neutre. Donc X est égal à 3. Trouver les numéros atomiques du plomb et de l'arséniate dans le tableau périodique. Alors, je ne sais pas si on peut les directement, on ne peut pas. Donc bon, je vais le faire avec vous. Sur un tableau périodique. Voilà, prendre celui de Wikipédia, il est très bien. Et on cherchait donc AS, il est là. D'accord. Alors, attends, on va zoomer dessus. On peut pas, si, il veut bien. Donc ici, on a l'arsenic, il est à j'en étais où 33. D'accord. Et le plomb, il est pardon. Il est où le plomb Je vais chercher. Il est là, 82. Et donc, on va avoir du plomb 82. Alors, ici, ce nombre-là, qui est au-dessus à gauche, on ne peut pas le savoir. Je vous l'ai déjà dit, ça dépend de... En fait, il peut y avoir plusieurs atomes qui existent avec un nombre différent du nombre de neutrons, ce qu'on appelle des isotopes. Donc, ce n'est pas à savoir. Par contre, on sait... Si on vous donne des informations, vous pouvez le savoir. Par exemple, on vous dit l'arsenic qui contient 75 nucléons. Donc, du coup, on sait que l'arsenic... Ici, on vous dit le nombre, c'est 75. Donc, on peut l'écrire. Mais si on ne vous l'avait pas dit, vous ne sauriez pas. Et petit e, on vous demande pour le plomb. Et là, on vous dit qu'il y a 126 neutrons. Donc, attention, 126 neutrons, il faut les ajouter aux 82 protons. Donc, 126. Donc, on a bien 82 pour le plomb. Et donc, on arrive à 208 pour le nombre en haut. Donc 126 plus 82. Préparer une présentation orale, ça on va pas le faire rapidement, hein, mais effectivement la chimie c'est extrêmement important parce que si on voit par exemple qu'une molécule n'existait pas dans l'Antiquité puis qu'elle est présente dans un truc qui est soi-disant de l'Antiquité, on va pouvoir se dire que c'est un faux. D'accord ? Donc la chimie c'est extrêmement important pour ça. Voilà, donc c'est tout pour la correction des exercices. Bonne journée à tous.